Bonjour à tous, merci Sébastien pour l'invitation. Merci d'avoir fait une petite place pour la cardiologie interventionnelle. C'était pas évident dans ce contexte, je comprends tout à fait. Euh, on peut noter quand même que les premières publications sont pas récentes, vous voyez qu'elles datent de 25 ans. C'est une équipe américaine qui a rapporté une petite série d'angioplastie. Vous voyez, c'est une coronaire droite classique interartérielle avec un résultat après stenting. Et vous voyez que c'était assez innovant pour moi. En tout cas, ça n'a pas eu, à ma connaissance, beaucoup d'écho. Et il faut dire que c'était assez audacieux, en fait, de inflater quand même un ballon des fois 3,5, 4 mm dans une paroi d'aorte qui doit faire 2 mm chez l'adulte, à une pression de 20 bars, et de mettre un stent. En tout cas, ils l'ont fait après. Je vais vous donner un petit peu la suite. On l'a déjà dit, dans les guidelines aujourd'hui, pour l'adulte, bien entendu, européenne ou nord-américaine, bien entendu, c'est la chirurgie qui est en première ligne. On a simplement une recommandation, c'est plus un consensus d'experts nord-américains qui notent que l'angioplastie peut être envisagée, bien entendu, chez une population adulte et essentiellement quand il y a une contre-indication chirurgicale ou un haut risque chirurgical, ce qui est rarement le cas, à ma connaissance, dans ce domaine-là. Alors la littérature est assez pauvre, hein, parce qu'à ma connaissance, bien sûr, en dehors des cas rapportés euh, de façon unique, si vous voulez, dans les petites séries qui ont été rapportées, à mon avis, il y a moins d'une centaine de cas qui ont été publiés ce jour dans la littérature. Alors, quel est le rationnel éventuel pour une angioplastie d'une connexion aortique? Rappeler, mais on a vu déjà cette slide à gauche, en fait, de bien rappeler qu'en fait, il y a une période manifeste de vulnérabilité pour la mort subite, c'est, disons, entre 15 ans et 35 ans maximum. Après, ça diminue considérablement. Bien entendu, on peut jamais éliminer formellement un risque de mort subite. Mais il y a quand même cette période où on pense qu'après 35 ans, le risque de mort subite est extrêmement faible. D'autre part, on se trouve donc, comme vous, je pense, quand vous voyez les adultes, avec des gens qui ont de l'ischémie classique, il peut être clinique, il peut être éventuellement documenté par un test fonctionnel. Et ces patients, en fait, ils se présentent un peu comme un patient coronarien standard. Et on sait que pour corriger l'ischémie, les cardiologues interventionnels, ils ont un bon traitement qui est l'angioplastie. Et puis, je ne reviens pas, mais enfin, on en a déjà parlé, en fait, sur les. Ça va pas être la seule raison, bien entendu, mais on sait que la chirurgie, bien entendu, est correctrice et restera le traitement référent chez l'enfant et le très jeune, mais qu'il y a à peu près 5% de réintervention cardiaque quand on regarde les dernières séries chirurgicales. Alors, je vais revenir en fait ce qu'a présenté tout à l'heure notre collègue suisse. Je pense qu'il faut oublier effectivement le concept en fait de compression entre l'aorte et l'artère pulmonaire et plus se centrer en fait sur la paroi aortique. Et le docteur Grandi a bien expliqué qu'en fait vous avez une composante fixe de la céno, c'est celle que vous voyez au scanner, et une composante dynamique qu'on a beaucoup de mal à mettre en évidence, même si on a vu quand même que avec l'IVUS sous dobutamine, on peut montrer des majorations de ce rétrécissement, et ce qu'on appelle la composante dynamique qui pourrait en fait faire basculer une sténose qui a priori ne paraît pas très importante, à une sténose significative, bien entendu, au cours d'un effort important, déclencher de l'ischémie et éventuellement une mort subite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de l'angioplastie? Bien entendu, on n'a pas du tout les mêmes objectifs que la chirurgie. On ne fait pas de la correction anatomique. On peut, au niveau de la sténose que vous voyez au scanner fixe, on peut augmenter en termes de surface. En général, quand on fait des mesures, on dépasse rarement 100%. En moyenne, on a 50%, ce qui n'est pas énorme si vous comparez ça au traitement de la maladie athéromateuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est contraint, on va implanter un stent dans une paroi d'aorte et on ne peut pas effectivement mettre 4 mm, un stent de 4 mm bien circulaire dans une paroi d'aorte. Ça, c'est inenvisageable. Par contre, on pourrait agir sur la composante dynamique, hein, celle qu'on a vue tout à l'heure, ou peut-être que la structure métallique en fait du stent va peut-être offrir une résistance en fait à éventuellement au cours d'un effort aux contraintes aortiques plus importantes. Voilà un petit peu le rationnel. Alors, je vais passer maintenant les résultats en fait qui ont été colligés récemment par un étudiant en fait pour le DU de cardiologie interventionnelle.
et qui a repris en fait les données de notre registre Anocor Stenting, qui est un registre observationnel, qui est prospectif et qui a débuté il y a une dizaine d'années, qui a colligé en fait tous les angioplasties qu'on nous adressait pour avis ou qu'on a récupéré un peu par le bouche à oreille par les cardiologues qui l'avaient réalisé, des anomalies de connexion aortique. Alors ça pouvait être des indications de novo, et vous voyez qu'il y a quelques cas en fait d'angioplastie qui ont été réalisés après un échec de chirurgie. Alors, vous voyez qu'en 10 ans, on a simplement en fait colligé qu'une quarantaine de patients. L'âge moyen est assez classique, hein, c'est à peu près 55 ans. Et vous voyez la répartition de la population par tranche d'âge. Vous voyez quand même qu'une grande majorité de ces procédures, bien entendu, sont réalisées après l'âge de 40 ans. Concernant la présentation initiale, bien entendu, on a proposé, ou a été proposé une thérapeutique vis-à-vis de l'anomalie coronaire chez des patients qui étaient symptomatiques, si possible, qui avaient une ischémie documentée associée. Et vous voyez dans cette série-là, en fait, en prévention secondaire, c'est-à-dire après un arrêt cardiaque, je vous montrerai le cas tout à l'heure, après un arrêt cardiaque, il y a simplement eu un seul cas. Concernant la répartition selon l'anomalie coronaire, on voit que dans 93% des cas, c'est des anomalies coronaires droites. Hein. Il y a eu une seule anomalie coronaire gauche avec un trajet interartériel. C'était le cas avec une contre-indication chirurgicale. Et il y a eu 2 cas avec des anomalies coronaires gauche, cette fois-ci rétropulmonaires, vous savez, qui peuvent donner, c'est exceptionnel, mais qui peuvent donner également de l'ischémie. Et concernant l'indication de l'angioplastie, bon, ce qu'on appelle angioplastie de novo, c'est-à-dire des gens qui sont vierges en fait de chirurgie et qui n'ont jamais eu de gestes particuliers auparavant, c'était bien entendu la grande majorité des cas. Et il y a eu 2 cas en fait d'angioplastie qui ont été réalisés dans les suites d'une chirurgie. Et les résultats, voilà, les 2 critères de jugement qu'on avait retenus, c'était le succès angiographique et le succès clinique de l'angioplastie, parce que cette étude en fait était centrée par le travail de l'étudiant sur la faisabilité du geste et sur les complications périprocédurales au cours de la phase hospitalière. Vous voyez qu'il y a un succès angiographique de 100% et on a eu, enfin, il a été noté une seule complication sérieuse, un AVC qui n'est pas spécifique, bien entendu, à ce type de procédure. Par contre, on n'a pas observé ce qu'on pouvait redouter comme une dissection aortique, comme une perforation coronaire et des choses de ce type-là sur le plan interventionnel. Alors pourquoi, effectivement, conceptuellement, comme je vous ai expliqué, de gonfler un ballon, de mettre un stent dans une paroi d'aorte, ça paraît certainement pas très logique pour beaucoup d'entre vous. Et en fait, vous voyez sur l'image qui est en haut, qui est une image anatomique intéressante, c'est qu'il faut se rendre compte que certes, il y a la paroi de l'aorte de 2 mm, mais il y a également la paroi de l'artère coronaire qui est rentrée dans la paroi de l'aorte, ce qui fait qu'en fait, on va dilater quelque chose d'ailleurs qui est assez dur. Certains proposent même de faire du ballon coupant pour un petit peu amollir un petit peu la paroi pour que le stent en fait ait une meilleure expansion. Et donc, c'est pour ça que le risque en fait de dissection traumatique pendant la procédure, ça sera jamais zéro, bien entendu, mais nous paraît extrêmement faible. Je vais vous montrer maintenant 3 cas de ce registre. Je pense que ça, c'est vraiment l'indication qui me paraît aujourd'hui peut-être la plus raisonnable. Un homme de 65 ans, donc largement après les 35 ans, il a toujours fait beaucoup de sport, en particulier du vélo. Il en fait toujours. Il fait des sorties avec des copains de plus de 100 km et à l'âge de 64 ans, pour la première fois, en fait, il ressent des vertiges pendant son activité et les copains décrivent très bien. Il descend du vélo, il tombe par terre, il récupère assez rapidement. Il a le bilan habituel. Qu'est-ce qu'on voit au test d'effort? Il y a une positivité électrique pour un très bon niveau. On fait l'imagerie et on voit en fait qu'il y a une anomalie coronaire, il n'avait pas d'athérome. Le staff a décidé, eu égard à son âge, en fait, de proposer une angioplastie, ce qui a été fait avec un stent, avec un résultat correct. Il a normalisé son test d'effort et on l'a autorisé à poursuivre son activité. Deuxième cas un petit peu différent, c'est un homme de 50 ans, également très sportif, et là, qui fait un arrêt cardiaque. Donc, vous voyez qu'on peut faire, malheureusement, après 35 ans également des arrêts cardiaques. Il fait une FV, une anomalie coronaire droite classique. Et c'est ce qu'on voit un petit peu actuellement, c'est qu'il y a un rythmologue qui traîne toujours pas très loin dans ces cas-là quand il y a un arrêt cardiaque dans un service. Il donne son avis et l'indication en fait du défibrillateur est posée
pendant la phase hospitalière. Ce qui fait qu'on nous adresse pour avis, en fait, le dossier, alors que le patient a déjà un défibrillateur implantable. On discute, on réfléchit, etc. 50 ans, certes, il a fait un arrêt cardiaque. On se dit qu'il est quand même protégé par son DEF, si jamais il y a une nouvelle FV. Ce qu'on veut, nous, c'est peut-être limiter le risque d'ischémie myocardique qui déclencherait la FV. Et donc, on a proposé chez ce patient-là une angioplastie. Alors, je vous montre comme ça, vous verrez un peu sur le plan technique. Alors, c'est vrai que les coronaires droits, bon, les cathétériseurs le savent bien, c'est assez pas toujours facile, mais enfin, on y arrive, bien entendu, à faire, à cathétériser ces coronaires. Vous voyez qu'on a d'abord cathétérisé le tronc commun. Ensuite, on va mettre un guide de stabilité dans l'IVA. Et ensuite, une fois qu'on est en face de l'ostium droit, on va passer un guide pour cathétériser la coronaire droite. Ensuite, nous, on aime bien en fait faire de l'imagerie systématique. Ici, on a choisi l'IVUS, un peu différent de l'IVUS que vous a montré le docteur Grandi. C'est juste pour montrer un pullback. Là, on est dans la coronaire droite distale. Vous voyez, on revient, on arrive dans le trajet interartériel, la forme de verre valaire. Et ensuite, on va se trouver au niveau du trajet intramural avec la forme classique en fente, comme on a vu tout à l'heure sur l'imagerie. Ensuite, là, on a mis un ballon, vous voyez, dans la portion interartérielle. En fait, c'est pas pour dilater, simplement pour avoir la bonne longueur qui va permettre de poser le stent. Voilà. Ensuite, le stent, en fait, il passe assez facilement. On n'a pas prédilaté. Ensuite, on inflate au moins à 20 bars, donc une bonne pression. Et ensuite, le résultat final que vous avez vu là. Voilà. Donc, c'est une procédure classique coronaire droite. Et le dernier cas, donc, vous avez un petit peu différent, femme de 59 ans, qui fait un vrai SCA troponine plus. Et au cours du bilan, on découvre en plus une dilatation de l'aortique qui n'était pas connue à 55 mm. Elle a bien sûr sa coronarographie, son scanner coronaire, et en fait, c'est une anomalie coronaire droite qui est mise en évidence, sans doute responsable du syndrome ischémique initial. L'IRM cardiaque montre un rehaussement tardif inférieur, c'est ce qu'on peut voir. Et donc, la discussion, bien entendu, est médico-chirurgicale. Et il est décidé de remplacer l'aorte, de faire une réimplantation des coronaires. Alors, on va voir la technique, et de mettre une prothèse mécanique aortique. Alors, on a bien discuté avec le chirurgien qui nous a expliqué qu'en fait, il n'y aurait pas trop de problèmes pour sa réimplantation. On lui a expliqué, mais si tu réimplantes, peut-être que tu vas réimplanter en fait l'ostium qui est pas normal. Il me dit, on va faire ça bien. On a quand même convenu de faire un scanner après l'intervention. Et donc, vous voyez les images en fait péropératoires où vous voyez la forme enfante de la coronaire droite. Il nous a très bien montré qu'en fait, il a fait la technique de la collerette habituelle, hein, comme vous faites pour les bentales. Et vous voyez qu'on voit très bien en fait la forme, l'ostium qui est en forme de fente qui est pas du tout normale. Et donc, le scanner qui a été fait post-opératoire montrait un résultat qui était pas satisfaisant. Donc, ça, c'est l'indication, je pense, où l'angioplastie peut être tout à fait complémentaire du geste chirurgical. Donc, on a dilaté, on a mis un stent pour avoir un résultat anatomique meilleur. Ça, c'est le résultat avec le scanner un petit peu à distance. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que techniquement, c'est possible. Hein. Je pense qu'on l'a montré sur suffisamment de cas, sans risque majeur périprocéduraux. Ça, c'est la première chose. Après, la question, bien entendu, c'est est-ce qu'il faut le faire? C'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. On est vigilant, bien entendu, sur le suivi. Là, j'ai pas les données de notre registre proprement dit, mais n'empêche qu'il faut regarder, bien entendu, le taux de resténose intrastène. C'est décrit, on en a eu dans notre expérience. Et puis également, ce qu'on pense, enfin, intuitivement, c'est qu'il peut y avoir éventuellement une déformation avec le temps du stent qui va être implanté dans l'artère coronaire. Mais on a l'impression, quand on regarde un petit peu la littérature aujourd'hui, qu'il y a un petit mouvement, on commence à avoir des éditoriaux, des papiers, en fait, d'études, bien entendu, faites par les cardiologues adultes, où l'indication peut-être de l'angioplastie dans la coronaire droite, dans une population bien sélectionnée, peut-être que ça peut éventuellement être envisagé. Bon, en tout cas, nous, dans notre expérience, quand on demande mes avis, on a intégré, ce qui n'est pas le cas des autres, forcément des autres algorithmes, des autres équipes, mais vous voyez qu'on a intégré quand même l'angioplastie, même si, bien entendu, la chirurgie reste à sa place. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Pierre. Je vais me lancer, j'aurai plusieurs questions. La première, c'est que vous avez mis l'angioplastie à 60, elle avait 60 ans, enfin, celui qui faisait du vélo. Ouais, 65. 65 ans. Bon, il a plutôt des sportifs, tout ça, il a quand même plutôt des sports de vie que eux. On va dire qu'il a au moins 5. Ouais. Pourquoi finalement l'âge était un élément décisionnel de l'angioplastie? Parce que que ce soit l'âge ou la chirurgie, là, tu parles pour des patients qui ont eu quand même encore 25 ans, mais j'ai du mal à comprendre le rationnel pour la notion d'âge Non. à 65 ans. Ouais, enfin, pour nous, c'était plus, c'est toujours, encore une fois, le risque zéro n'existe pas, mais je veux dire, c'était plutôt pour le risque de mort subite qui nous paraît, à cet âge-là, en plus pour une cornère droite, extrêmement bas. Après, ça dépend où est-ce qu'on met le cut-off. Hein. S'il y en a qui veulent absolument protéger, bien entendu. Et l'autre chose, enfin, je ne sais pas si les syncopes, vous savez, la lipothymie chez l'enfant, c'est un symptôme extrêmement enfin, annonciateur qui est vraiment très fréquent, plus fréquent d'ailleurs que la douleur thoracique. Et on pense, enfin, moi, je pensais en tout cas que les syncopes d'effort, en fait, parce qu'il y a l'histoire de l'AV, etc., c'est des gens qui faisaient de la TV et qu'ensuite, bon, la TV s'arrêtait et tout se passait bien. Hein. En fait, il y a quelques publications récentes assez intéressantes qui montrent que les gens qui font ces syncopes-là, syncopes d'effort, en fait, ensuite, on leur a fait des tests fonctionnels, etc. Et en fait, le mécanisme de la lipothymie de la syncope, en fait, c'est une grande bradycardie, une grande hypotension, avec des sous-décalages comme ça du segment ST, et qui sont en fait de l'ischémie profonde, tu vois. Donc on se dit, si on corrige l'ischémie, peut-être, enfin j'espère en tout cas que, enfin j'ai pas une nouvelle récente, mais je sais qu'il fait toujours du vélo. Hein. Et pareil, parce que du coup, on voit l'âge de 35 ans finalement dans la composition. J'ai du mal à comprendre ces notions d'âge. Soit on dit que c'est une méthode presque d'emblée qu'on peut proposer, si Ah on non, suit à long non, terme. parce il y a quand même l'histoire du, enfin, on n'est pas passé, non, il y a l'histoire, enfin, c'est le graphique qu'a montré tout à l'heure Nicolas, en fait. Hein, c'est vraiment après 35 ans, il y a vraiment une cassure, en fait, en termes de risque de mort subite, hein, j'entends. Pas de symptômes. Hein. Oui, je parle ça sur le risque de morphine. Le problème, c'est plus sur le choix de dire, bon, bah, comme il est un peu plus âgé, on va sur l'angioplastie, c'est quand même des patients un peu plus âgés, mais qui sont pas du tout des patients finalement à risque opératoire plus important. Finalement, on pourrait aussi leur dire, OK, on a une anomalie, peut-être qu'elle est moins à risque, mais quand même, il y a tous ces éléments-là qui justifient d'aller intervenir. Mhm. Donc, pourquoi finalement, pour l'instant, on n'est plutôt pas encore sur la méthode. En fait, s'il y a des patients à risque opératoire qui ont des comorbidités, s'il faut. Ouais, mais il y en a très peu, ça c'est rien du tout, ça. Hein. Et On a pris, ouais, mais c'est tout à fait discutable, mais je comprends tout à fait. Hein. après, Je voudrais juste faire un petit commentaire sur la technique. Moi, je suis pas du tout étonné que ça fonctionne. Parce que autant la paroi extérieure est assez rigide de la horte, autant la partie qu'on enlève au moment de l'enrofing est relativement souple. Donc, je suis pas étonné que les stènes, finalement, arrivent à se positionner et ne soient pas écrasées par les différentes pressions. Je voulais juste partager une petite expérience. J'ai repéré 3 patients qui avaient bénéficié de stents, qui étaient des patients jeunes qui étaient plus ou moins en arrêt cardiaque, sous ECMO, etc. Ils ont eu des coraux par des équipes adultes qui ont pensé à des dissections. Donc, je crois que c'est toutes des coronaires gauche qui ont pensé à une dissection, qui ont stenté, qui ont sauvé non seulement le patient, mais aussi les ventricules en général. Et on a constaté, on les a regrets dans les 2-3 mois qui suivaient, et il y avait une prolifération au niveau intimal très précoce, probablement liée à l'âge de ces patients-là, mais c'est vrai que je suis sûr que vous allez arriver à très bien les reperfuser quand vous allez stenter l'un ou l'autre. Mais je suis assez inquiet sur finalement la production au niveau d'intima, surtout chez les patients jeunes, parce que j'ai l'impression que c'est plus fréquent que chez les autres. Voilà. Peut-être un argument pour faire les gens plus âgés. Alors. Voilà, les trois étaient super bien reperfusés. Voilà, il y avait pas d'évolution. On l'a fait parce qu'ils étaient jeunes. On pensait qu'à 15 ans, on allait probablement mieux enlever un stent et faire une opération anatomique. C'est comme ça. On a une question en ligne de Christophe Granit. On a une question là. You want to ask your question, or we can read it? Yes, yes. So I made it. I made it online. The translation. So maybe in English. So if you have a large circumference but a very narrow area, like in slit-like ostium,
you have enough space for the stent. I understand that. But how is it when it's hypoplastic? So the circumference is very small, pinhole-like. Sometimes they are very round and very small, but the circumference is small. So is there a risk for rupture? Ouais, je vais vous répondre en français. Je crois que vous comprenez le français. Non, en fait, il n'y a pas de, on n'a pas noté de risque enfin, on n'a pas eu de rupture. On n'a jamais eu de rupture. À ma connaissance, ça n'a jamais été rapporté. Et donc, on fait probablement une grande majorité des patients qu'on traite, en fait, sont avec un passage intramural, donc forcément avec une forme enfante, comme vous avez montré, comme on a vu depuis le début de la session là, hein. Donc, je pense que, en fait, s'il y a une forme enfante, au contraire, je pense qu'il y a peut-être moins de risque de rupture, puisque vous avez une épaisseur, en fait, de la paroi de l'aorte, plus vous avez dans la paroi de l'aorte, en fait, la paroi coronaire, certes, elles ont fusionné, mais n'empêche que vous avez deux parois au lieu d'en avoir qu'une, et je pense que le risque, en fait, et peut-être ce qu'on n'arrive pas à faire justement dans ces cas-là, c'est d'obtenir, bien entendu, une surface circulaire. Ça, on ne l'obtient jamais dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'en général, on passe d'une surface elliptique, comme on voit au scanner, à une surface ovalaire, hein, et avec des augmentations, je vous ai montré, de surface finalement qui sont autour de 50, qui peuvent atteindre des fois 80%, mais pas plus, hein. Donc, pour réduire la déformation, alors, d'abord sur le choix de stent, effectivement, vous savez que les stents actuels, ils ont tendance à diminuer en épaisseur pour des problèmes qu'on pense que c'est mieux pour l'avenir, pour le risque de resténose, etc. C'est vrai qu'on a été un petit peu gêné parce qu'avant, on avait des stents assez épais, mais tout ça, c'est assez, enfin, je dirais que c'est conceptuel, mais on n'a jamais démontré, en fait, que l'épaisseur pouvait jouer un rôle. Néanmoins, on a tendance aujourd'hui, en tout cas moi personnellement, à choisir le stent dans mon armoire qui a l'épaisseur la plus importante par rapport au stent éventuellement plus fin. Et mettre deux stents superposés, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, je sais pas. Honnêtement, il n'y a pas assez de cas pour vous répondre. Et puis, vous faites une contrôle après pour voir si vous avez une resténose. Vous faites une angiographie ou avec CT ou comment vous faites ça? Non, alors nous, c'est un registre observationnel, c'est qu'on n'intervient pas en fait dans la démarche en fait de prise en charge des patients. On recommande de faire à 1 an systématiquement déjà un scanner et puis bien entendu un test fonctionnel habituel. Et bien, c'est très intéressant effectivement c'est de suivre ces patients-là avec le scanner, hein. Ouais, merci beaucoup. Excellent. Dernière petite question. Vis-à-vis de la bi-anti-agrégation, donc j'imagine comme un SCA. Ouais, classique, ouais. À 1 an, on passe en monothérapie. Exactement. On ne fait pas plus long, Non. on a un temps. Non. Même si on est plus jeune. Classique. Et donc aspirer la vie, aspirer la vie. Ah oui. Ah oui, ouais, il a un stent, mais pas de sternotomie.